Bonjour, cher étudiant. La dernière fois, on s'est arrêté à la deuxième partie. Cette fois-ci, nous allons à la troisième partie. Cette troisième partie consiste à vous donner des explications sur des chapitres, c'est-à-dire chapitre par chapitre. Nous n'allons pas rentrer en détail. Nous allons essayer d'expliquer légèrement le chapitre et puis vous allez voir dans la norme, les détails sont dans la norme. Après cela, vous allez poser des questions sur le forum pour qu'on puisse vous expliquer cela. Ok? Donc, on continue. Le chapitre 1 nous parle du domaine. Le chapitre 1 nous parle du domaine d'application de la norme. Nous parle du domaine d'application de la norme. Alors, ce chapitre qui nous parle du domaine d'application de la norme, nous allons voir ce que ça veut dire. La norme est applicable, qui spécifie les exigences, elle est applicable à tout organisme qui veut vraiment aller à la certification en fonction de sa taille, en fonction de ses activités. C'est quelque chose qui est applicable à tout organisme indépendamment de leur taille et de leur activité qui sont impliqués dans les aspects de chaîne et à vouloir mettre en œuvre un système permettant de fournir en permanence des produits sûrs. Donc, dans le domaine d'application, alors, démontrer la conformité avec les exigences légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des denrées alimentaires, évaluer et apprécier les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires en accord avec les clients et de démontrer la conformité. Communiquer efficacement sur les questions relatives à la sécurité des denrées alimentaires avec les parties intéressées de la chaîne. Et puis garantir la conformité avec la politique déclarée en matière de sécurité des denrées alimentaires. Toujours dans le domaine de montrer la conformité. Après le domaine d'application, nous allons parler un peu du chapitre 2 qui nous parle de la référence normative. Alors, cette norme fait référence à plusieurs normes qui sont ISO 22003, ISO 22003 qui suffit les exigences pour les organismes précédemment à l'audit de certification, l'ISO 22004 qui donne les lignes directives à l'application de la norme, et puis l'ISO 22005 qui donne la traçabilité de la chaîne, principes généraux et exigences fondamentaux. Exigences fondamentales applicables à la conception du système. Maintenant, cette norme aussi, comme référence normative, on fait référence à la norme ISO 9000 pour les principes essentiels et vocabulaire. Le chapitre 3 nous parle des termes et définitions. Donc, c'est dans ça, on voit les définitions de certains termes. Sécurité des denrées alimentaires, chaîne alimentaire, produits finis, politique de santé, tout ça, c'est dans le chapitre 3. Surveillance, correction, action corrective, tout ça, on voit ça dans le chapitre 3. Maintenant, on va passer au chapitre 4. Le chapitre 4, c'est le contexte de l'organisme. Ça, ce n'était pas dans l'ancienne version. Alors, l'organisme doit déterminer les enjeux internes et externes pertinents par rapport à sa finalité et qui influencent sur sa capacité d'atteindre le ou les résultats attendus selon son SDA, selon son système de management de la sécurité des denrées alimentaires. L'organisme doit identifier, revoir et actualiser les informations relatives aux enjeux internes et externes. Alors, dans la compréhension, dans le cadre d'avoir la compréhension des besoins en attente des intéressés, il s'agit des parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre et puis les exigences pertinentes pour les parties intéressées. Maintenant, dans ça, nous avons la détermination du périmètre. Alors, il faut forcément déterminer un périmètre d'application comme dans tout système de management. Le chapitre 5 parle de leadership. Leadership, c'est ce qui consiste à nous parler un peu de l'engagement de la direction. Il faut un leadership fort, un engagement fort de la direction pour que le système puisse réussir. Alors, dans cet engagement, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il faut fournir les ressources, il faut définir la politique, il faut définir les objectifs, il faut définir les activités et tâches, peut-être, et puis il faut définir surtout les responsabilités et les autorités des acteurs.
Alors, on va parler du chapitre 5. Après le chapitre 5, dans ça, nous avons la communication et la politique, le rôle et la responsabilité et autorité au sein de l'organisme. Et puis le chapitre 6 va nous parler de la planification, oui, la planification des activités. Alors, les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Nous allons voir ça, les objectifs du système et la planification des actions pour les atteindre. Nous allons parler de la planification des modifications. Donc, tout ce qui est planification, c'est le chapitre 6. Nous allons parler de tout ce qui est planification des activités. Alors maintenant, le chapitre 7, ce sont les supports. Là, c'est le chapitre support qui nous parle d'avoir des ressources. Au niveau des ressources, avant les ressources matérielles, les ressources humaines. C'est-à-dire les besoins externes comme externes, la capacité et les éventuelles contraintes des ressources. Parce qu'il faut forcément mettre à disposition des acteurs les ressources en tant qu'humains comme matériels. C'est pour ça qu'on a demandé d'avoir un leadership très fort, l'engagement de la direction. Au niveau des ressources humaines, l'organisme doit s'assurer que les ressources humaines nécessaires à l'exploitation et au maintien du système, au maintien d'un système efficace sont compétentes. Donc, vous allez voir le chapitre, dans ce chapitre, vous allez voir la partie ressources, vous allez lire et puis on va encore expliquer. En matière de ressources, on va des infrastructures. Il faut qu'on fournisse des infrastructures. Ils comportent les terrains, les équipements, les transports, la technologie, de l'information et de communication. Ça, c'est tout ce qui est équipement. C'est tout ce qui est équipement comme infrastructure. Alors, il faut les déterminer. Comme on dirait, l'organisme doit fournir les ressources pour la détermination, l'établissement et le maintien des infrastructures nécessaires à l'obtention de la conformité aux exigences du système. Alors, il faut qu'on ait les bâtiments, les terrains, les équipements, le transport, la technologie, tout ça, on oublie dans les infrastructures. Et puis encore, il y a l'environnement de travail. Comme j'ai dit, c'est un milieu très, très sensible, ce management, parce que c'est lié directement à l'homme, à la vie humaine. Alors, les bonnes pratiques sont très, très importantes. Donc, l'environnement du travail, l'organisme doit déterminer, fournir et maintenir les ressources pour l'établissement du management et le maintien d'un environnement de travail nécessaire à l'obtention de la conformité aux exigences du système. Alors, il faut que l'environnement soit propice. Je prends l'exemple d'une fabrication, d'une usine de fabrication de lait. Alors, dans cette usine, il faut que la climatisation, dans la chambre, il faut que la climatisation soit bien réglée pour que le lait ne soit pas avarié. Alors, il faut maintenir l'environnement très, très, très propice. Et puis, il faut que l'environnement soit approprié aux combinaisons de l'aspect humain et physique. On ne peut pas, on nous dit, ouais, il faut que, tel que les sociaux, la psychologie, physique, c'est-à-dire l'environnement physique, par exemple la température, la chaleur, l'humidité, la lumière, tout ça, il faut que ça soit bien réglé. Et puis les éléments du système. Donc les éléments d'entrée, élaborés en instinct, tout ça, on doit le voir. La maîtrise du processus, la compétence, il faut que les ressources soient compétentes. Il ne faut pas mettre un technicien à la place d'un ingénieur. Et vice-versa. Et puis encore, ce qui est important, il faut encore la sensibilisation des acteurs. Oui, la sensibilisation, que les acteurs soient bien sensibilisés. Maintenant, il y a la communication qui est aussi un aspect très important. La communication externe comme interne. La communication externe comme interne. À tous les niveaux du processus, il faudrait que la communication soit vraiment, vraiment, vraiment importante et puis utile. Maintenant, l'information documentée. Tout le système doit être documenté. Il faut laisser les traces, la preuve qu'une action a été faite. Alors, il faut laisser les traces, les enregistrements.
les informations documentées et les exigences en matière de système de sécurité d'arrêt alimentaire exigées par les autorités légales et réglementaires et par les clients. Tout ça, il faut les mettre ensemble. Il faut vraiment avoir une documentation très bonne. Et puis après ça, on va passer au chapitre 8 qui est la réalisation des activités opérationnelles. Donc la planification et la maîtrise, ce qu'on a planifié, on va réaliser. Et puis il y a le programme prérequis. Donc tout ça, tout ce chapitre, c'est le cœur du métier. Alors ce chapitre, c'est tout dans le support de cours. Vous lisez et vous posez les questions pour qu'on puisse bien vous expliquer. Maintenant, il faut avoir la préparation aux réponses urgentes. La maîtrise des dangers, tout cela, c'est dans ce chapitre. Après ça, nous allons passer au chapitre 9 qui nous parle de l'évaluation. On a planifié, on a réalisé, on va évaluer. Alors, il faut évaluer les performances. Il faut évaluer les performances, la surveillance, tout ça, la surveillance, analyse, mesure. Donc, l'évaluation se fait par les audits. Alors, analyse et évaluation se fait par les audits internes. Il faut avoir un plan d'audit. Il faut réaliser les plans d'audit et puis il faut évaluer pour faire une revue de direction. Alors, il y a la revue de direction. La revue de direction, c'est une réunion qui regroupe tous les acteurs et qui est le plus souvent présidée par le premier responsable, qui est le directeur général, qui a un ordre de jour précis qu'on appelle les éléments d'entrée. Et puis, nous avons à peine 9 éléments d'entrée. Et puis après, maintenant, nous allons passer aux éléments de sortie qui est le rapport de la revue de direction. Donc tout cela se trouve dans le support de cours. Après ça, l'amélioration. On a fait la revue, on a vu les non-conformités, donc on va mettre en œuvre les actions correctives qu'on a détectées. Et puis maintenant, améliorer le système. Maintenant, pour qu'on puisse finir, nous allons faire voilà la différence entre HACCP et la norme ISO 22000. La norme ISO 22000, comme dirait le tableau Charbon, on peut dire c'est le grand frère de la méthode HACCP. Alors, on va voir un peu la différence. En outre le fait que le système HACCP est un système de sécurité, la norme ISO est un système de management. L'autre, c'est une méthode, mais ça, c'est un système de management des denrées alimentaires, de la sécurité des denrées alimentaires. Cette norme permet de développer le système de management des sécurités des denrées alimentaires par des experts. La norme ISO fait également référence aux bonnes pratiques dans le secteur et aux règles générales d'hygiène. Donc tout ça, on avait déjà vu ça dans le HACCP. Et puis maintenant, en conclusion, alors avant de parler de la conclusion, je vais vous dire que tout se trouve dans le support de cours. Vous allez lire et au forum, nous allons échanger. Comme conclusion, on peut dire la norme ISO 22000 n'est finalement que l'aboutissement d'une bonne maturation visant à normaliser l'application des méthodes HACCP, comme je vous l'ai dit déjà. Alors, elle suffit des exemples relatifs au système de management de la sécurité denrées alimentaires. Et puis, cette norme est à sa deuxième version. Cette norme est à sa deuxième version, qui est la version 2018. La première version est apparue en 2005. Sur ce, nous allons vous laisser et vous dire que nous allons vous retrouver sur le forum afin de bien expliquer en posant les questions et après vous donner des exercices par WhatsApp que vous allez traiter et nous allons le corriger. Merci pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.